Alors bonjour, voici la vidéo qui va permettre de compléter le chapitre 18 sur les interactions fondamentales et les champs. Alors dans une première partie, on va voir la notion de charge électrique et d'électrisation, donc des notions relativement qualitatives avec des rappels de ce qui a déjà été vu sur la charge électrique. Donc il y a des choses que vous connaissez évidemment. Un atome, on fait un rapide rappel de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être constitué d'un noyau autour duquel vont graviter un certain nombre d'électrons. Donc le noyau en particulier, il va être constitué de particules élémentaires qu'on va appeler des nucléons, donc du latin nucleus, noyau. Et les nucléons, il y en a de deux types, vous avez les protons et les neutrons. Alors la matière est électriquement neutre, là on va parler de charge électrique, donc un atome est neutre alors qu'il est constitué de particules qui sont chargées, puisque vous avez les protons qui sont positifs dans le noyau, et les électrons qui sont négatifs et qui circulent autour du noyau. Alors attention à la représentation qui doit être actuelle de l'atome. On ne va plus représenter les électrons comme des points bien nets tournant autour d'un noyau, mais comme une sorte de nuage électronique qui va représenter une probabilité de présence de l'électron. Donc c'est le dernier modèle en date. Donc l'électron a plus de chances d'être à l'endroit où les points sont plus serrés qu'à d'autres endroits. Alors la charge électrique va se noter Q minuscule. Elle va se mesurer en coulombs et a pour symbole C majuscule. Alors je sais que dans le chapitre sur l'électricité, on va la noter Q majuscule. Alors il n'y a pas énormément d'importance sur est-ce qu'on met une minuscule ou une majuscule pour la charge électrique. C'est vrai que quand on s'intéresse à des particules microscopiques, on a tendance à mettre des lettres minuscules. Et en électricité, on s'intéressait à la charge globale qui circulait dans un fil électrique, donc sur quelque chose à notre échelle, macroscopique, donc on a tendance à mettre des majuscules. Mais bon, ça n'a pas une grande importance. Alors la plus petite charge positive qui existe s'appelle la charge élémentaire. Alors il se trouve que c'est la charge portée par un proton, et un électron va avoir cette même charge mais négative, donc une charge élémentaire négative. Donc la charge élémentaire, on va la noter E comme élémentaire et surtout pas comme électron, puisque un électron n'est pas positif. Et elle vaut E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors ça fait partie des constantes qui sont rappelées dès qu'on en a besoin. Alors maintenant, les charges de chaque particule à l'intérieur d'un atome. Donc tout ça, c'est déjà vu, c'est programme de seconde. Donc un proton est chargé positivement et la charge électrique de chaque proton est égale à la charge élémentaire. Ça tombe bien. Donc Q proton est égal à plus E. Alors le plus évidemment n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour insister sur le fait que c'est positif. Et donc ça vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors les neutrons, comme leur nom l'indique, c'est pas pour rien qu'on les a appelés comme ça, ils sont neutres, donc ils ne sont pas chargés, donc ils ont une charge qui vaut 0 coulomb. Et les électrons, eux, sont chargés négativement, et la charge électrique de chaque électron est égale à l'opposé, donc mathématiquement, on met la même charge avec un moins, de la charge élémentaire. Donc Q électron est égal à moins E et vaut donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, si on regarde la charge globale d'un noyau, alors dans un noyau, vous avez les protons et les neutrons. Les neutrons sont neutres, donc ceux-là, on ne s'en occupe pas. Par contre, la charge d'un noyau va être égale à la charge de l'ensemble de ses protons. Donc, ça va être forcément un multiple de la charge élémentaire, puisque quand on a un proton, j'ai une fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Quand j'ai deux protons, j'ai deux fois cette charge. Trois protons, trois fois cette charge. Je ne peux pas avoir 0,5 protons. Donc c'est forcément un multiple. Et il y a une formule générale, qui n'est pas forcément à retenir, qui est assez évidente, qui sera que la charge d'un noyau, ou d'un objet chargé d'ailleurs, peu importe lequel, sera égale à n fois E, la charge élémentaire. Donc n, un nombre entier. Alors, petit exemple, le noyau de l'atome de potassium possède 19 protons. Donc, on est à Z égale 19. Et chaque proton a une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs.
Donc la charge totale du noyau de l'atome de potassium vaut 19 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc si on fait le calcul sur la calculatrice, on va trouver, avec un chiffre après la virgule, 3,0 fois 10 puissance moins 18 coulombs. Donc un multiple de la charge élémentaire. Alors maintenant, le phénomène d'électrisation, que vous avez pu tester un petit peu en travaux pratiques. Donc les électrisations, c'est quelque chose qui est très très courant dans la vie de tous les jours. Dès qu'on va se brosser les cheveux ou n'importe quoi, on va avoir les cheveux qui vont s'électriser, qui vont être attirés par la brosse. Ou quand on peut serrer la main de quelqu'un, on va avoir une décharge électrique. Quand on va fermer la porte d'une voiture, on a une décharge électrique, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes d'électrisation. Et en fait, dans les deux objets entre lesquels il y a cette petite décharge éventuellement, ou les cheveux qui sont attirés par la brosse, en fait, les deux vont être en interaction électrostatique. Alors statique, ça veut dire que on n'est pas en train de voir des mouvements globaux de charge comme dans un circuit électrique, mais on a quand même un mouvement de charge, sauf que ce mouvement est bref et s'interrompt après. Et interaction parce que il n'y en a pas un qui fait rien et l'autre qui agit, il y a les deux qui interagissent ensemble. Et on va avoir une force qui va s'exercer l'un sur l'autre. Donc, suivant les cas, dans l'interaction électrostatique, on peut avoir une attraction ou une répulsion. Par exemple, vous voyez le pauvre chat là qu'on a mis dans le polystyrène. Le polystyrène a tendance à s'électriser de manière assez facile et le chat aussi. Donc ça marche très bien ensemble. Donc expérience à ne pas faire si vous voulez ne pas avoir du polystyrène partout dans la maison. Alors les attractions et les répulsions, comment est-ce qu'elles vont s'expliquer? Elles vont s'expliquer par l'existence de ces charges positives et négatives. Et on a des règles d'attraction et de répulsion qui sont les suivantes. Les charges de même signe se repoussent. Donc là, même signe, ça veut dire plus avec plus et moins avec moins. Et bien là, on aura une répulsion. Et les charges de signes opposés s'attirent. Donc là, il n'y a qu'un seul cas possible, plus avec moins ou moins avec plus. Dans ces cas-là, on aura une attraction. Alors ça fait une grande différence, on va le voir avec l'interaction gravitationnelle, qui elle est toujours attractive. Dans l'électrisation, de temps en temps ça s'attire, de temps en temps ça se repousse. Ça dépend comment les objets sont électrisés. Alors on va voir qu'il y a trois manières d'électriser un objet, donc de le charger en charge électrique. Alors la première méthode c'est par frottement. Donc ça c'est ce qui va se passer quand on retire un pull par exemple, ou quand on brosse les cheveux, on exerce des frottements. Alors, une expérience que vous avez pu faire en TP, c'est qu'on va frotter un objet en plastique comme une règle en plastique avec de la laine. Et la laine, donc le PVC, c'est du plastique, polychlorure de vinyle. Et la laine va donner certains de ces électrons à la règle. Donc la laine aura moins d'électrons et la règle aura plus d'électrons. Alors on peut aussi dire, suivant dans quel cas on se place, si on considère que la laine donne gentiment ses électrons ou alors que la règle arrache les électrons à la laine. Ça dépend comment on voit les choses. De toute façon, il y a un transfert d'électrons. Vous voyez ici les petits électrons qu'on va représenter par E- qui vont de la laine vers la règle. Alors après, pourquoi ça va dans ce sens-là et pas dans l'autre? Ça dépend de la nature des objets qu'on va mettre en interaction électrostatique. Suivant les matières, il y a des fois ce sera dans ce sens-là ou ça pourrait être dans l'autre sens. En tout cas, quand c'est de la laine avec du plastique, c'est dans ce sens-là. Donc la règle va devenir électriquement négative. Pourquoi? Parce qu'elle va se charger d'électrons qui sont négatifs, donc elle va avoir un excès d'électrons. Alors elle avait évidemment déjà des électrons, puisque la règle, elle est faite d'atomes. Les atomes, il y a des noyaux avec des électrons qui tournent autour, mais pour l'instant c'était parfaitement équilibré entre les électrons et les protons de chaque noyau. Mais là, on a un excès d'électrons, il y a plus d'électrons que de protons.
donc globalement, elle va devenir négative. Alors à l'inverse, la laine, comme elle a donné des électrons, elle en a moins. Elle a moins d'électrons que de protons. Donc, elle va devenir électriquement positive par un déficit d'électrons, par un manque d'électrons. Alors, on aime bien représenter les petites charges par des plus et des moins pour bien comprendre qui est positif, qui est négatif. Donc, la laine est positive, défaut d'électrons, elle a donné des électrons à la règle, qui elle devient négative. Donc, quand on a une électrisation par frottement, en fait, on a un transfert d'électrons entre un matériau donneur d'électrons et un matériau receveur d'électrons. Alors, deuxième méthode, électrisation par influence. Donc là, à chaque fois, ça correspond à une petite expérience qu'on peut réaliser en TP. Donc, première étape pour faire cette électrisation, on électrise une règle en la frottant avec de la laine. Donc là, elle est bien chargée négativement. Donc il y a bien un excès d'électrons, alors plus du côté où on a frotté. Et on va approcher cette règle d'un petit pendule conducteur. Alors le pendule, c'est tout simplement une petite boule d'aluminium, par exemple, de métal suspendue à un fil, comme ça il est libre de se déplacer. Et les électrons, en fait, du pendule vont être repoussés le plus loin possible de la règle. Et donc il va devenir positif du côté de la règle et négatif de l'autre côté. Alors on comprend mieux avec les petites charges qui vont apparaître. En fait, quand on approche la règle, vous voyez que les électrons, c'est surtout les électrons de la règle qui vont repousser ceux de la boule. Donc les électrons qui sont là vont faire que les électrons de la boule vont aller de l'autre côté. Mais s'ils vont de l'autre côté, du coup, ils sont plus devant. Et comme ils sont plus devant, il y a un excès de charge positive de ce côté-là. Ici, je vais avoir un excès de charge positive. Et donc, ça va en gros électriser la boule de cette manière-là. Donc, on va avoir une sorte de pôle plus qui va s'installer de ce côté-là. Et bien, plus et moins, ça s'attire. Donc, ici, la petite boule va être attirée par la règle. Et c'est bien parce qu'il y a des déplacements de charge électrique à l'intérieur de la boule, au niveau de la surface du métal. Alors, il faut que ce soit quelque chose de conducteur. Pourquoi? Parce que dans un conducteur, les électrons sont assez libres de se déplacer, ils peuvent se déplacer relativement facilement d'un atome à l'autre sans problème. Donc, dans une électrisation par influence, alors par influence parce que la boule est sous influence de la règle, tout simplement. Les charges électriques sont sous influence des charges électriques de la règle. La répartition des charges, donc, va être modifiée, donc est modifiée à l'approche d'un objet chargé. Et on va en général avoir, par exemple, ici une attraction. Donc attention à ne pas confondre, quand on dit que c'est repoussé, c'est pas la boule qui est repoussée, ce sont les électrons qui sont repoussés à l'opposé de la règle. Et donc, on va avoir une charge positive devant et ça va s'attirer. Alors, dernière méthode pour électriser, par contact. Ça, c'est ce qui va se passer quand on a une décharge électrique, quand on ferme une porte de voiture ou ce genre de choses. Donc là, il doit y avoir un contact, et quand il y a un contact, il y a un transfert de charge. Donc le pendule, on est toujours sur l'expérience du dessus, va être attiré par une règle chargée négativement, et à un moment donné, si ça touche, donc si le pendule touche la règle, la règle va transférer ses électrons excédentaires, donc les électrons qu'elle avait en trop. En fait, il va y avoir un déplacement de ces électrons par ici. Hop, ça va aller par ici. Donc ici, vous voyez, on avait la situation de tout à l'heure où j'avais toujours mes petits électrons qui étaient à l'autre bout de la petite boule. Et ici, un défaut d'électrons, donc du coup une charge positive. Sauf que je vais avoir des électrons qui arrivent par ici, par contact. Donc le petit pendule va se charger négativement après le contact. Alors ici, il va être chargé négativement, il va y avoir plus de charge négative. Et donc si j'approche de nouveau une règle chargée négativement, j'aurai quelque chose de négatif et quelque chose de négatif. Donc cette fois, la règle va repousser le pendule. Parce que tous les deux seront chargés négativement. Donc, dans une électrisation par contact, un objet chargé
en contact avec un autre objet, lui transfère directement une partie de ses électrons. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de frottement. Ça, dès que ça se touche, hop, ça se transfère beaucoup plus facilement. Donc là, ici, si on fait le compte des charges, hein, j'ai toujours mes 3 petites charges positives qui sont là, et j'avais les 3 charges négatives du début. Donc ça, tout ça, c'est neutre, hein, même si c'était pas réparti équitablement au-dessus. Sauf que la règle, quand j'ai touché le pendule, a transféré des électrons. Donc là, j'ai 5 charges négatives pour 3 charges positives. Donc globalement, mon pendule est chargé négativement. C'est pour ça que quand je mets une règle chargée négativement, bah, ça se repousse. Donc c'est là que vous voyez que quand on a des interactions électrostatiques, ben, dans un sens, ça peut s'attirer, dans un sens, ça peut se repousser. Ça dépend comment sont réparties les charges. Hein, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un contact, on a un transfert d'électrons. Attention, ce sont les électrons qui bougent. Ça ne va pas être les charges positives. Pourquoi? Parce que ça ne va pas être les protons. On n'a pas un transfert d'atomes de la règle au pendule. Par contre, les électrons, eux, sont assez libres et finalement, ils peuvent passer d'un atome à un autre, donc d'un objet à un autre. Donc, contact, on a un transfert d'électrons, et quand on a une influence, on a une modification de la répartition des charges. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, bah, ça dépend des cas, hein, comment c'est réparti, l'objet qu'on met, s'il est chargé positivement ou négativement, etc.